Salut à tous! Aujourd'hui, c'est depuis le Centre Pompidou que j'ai la chance de pouvoir vous parler de l'œuvre du peintre surréaliste René Magritte. Puisqu'on est en plein dans la question du réalisme en art et dans un souci de respect de cette très belle exposition, je ne vais pas revenir sur la vie ou la carrière de l'artiste, mais plutôt sur son rapport aux images. Bah oui, le sous-titre de l'exposition, La trahison des images, est tout de même sacrément intriguant, non? Toute l'expo cherche en fait à mettre en lumière la manière dont Magritte appréhende les images à travers 5 grands mythes, dont 2 ou 3 que vous connaissez peut-être, comme le récit biblique du veau d'or ou encore la caverne de Platon. Du coup, j'ai choisi 2 de ces 5 mythes qui mettent en lumière des facettes que je trouve passionnantes dans la peinture de notre surréaliste belge préféré. Et on commence avec l'invention de la peinture par Pline l'Ancien. Préparez-vous parce qu'on va bouffer du concept bien fun. Pline l'Ancien raconte que la fille du potier Butadès, ou dit Butadès, on peut dire les deux, apprenant que son amant s'apprête à partir à l'étranger, décide d'en garder le souvenir. Gertrude, Pline ne lui donne pas de nom, donc j'en ai choisi un qui claque, trace donc les contours de l'ombre de son amoureux, projetés sur un mur. Plus tard, Butadès lui-même réalise un moulage de cette esquisse, achevant ainsi l'invention des arts plastiques. On sait que Magritte a un goût prononcé pour tout ce qui est mythe originel, et en tant que peintre, celui qui raconte l'origine de son art, ça lui parle forcément. Puisqu'il s'interroge sur une possible définition de l'essence de la peinture, rien de mieux que de creuser l'histoire de Pline pour y dénicher questions cachées et vérités discutables. La première chose qu'on pourrait pointer, et que René n'a sans doute pas manqué d'observer, c'est la dimension érotique derrière tout ça. Bah oui, on parle quand même d'une femme qui cherche à combler le manque physique provoqué par le départ de son amant. Alors si on voulait se la jouer closer de l'art, on pourrait dire que Magritte est connue pour avoir entretenu une relation fusionnelle avec son épouse. Mais si on va plus loin, on peut voir dans ce rapport érotique une allégorie de la relation entre l'artiste et le monde, entre la forme et la matière. Prenez cette toile par exemple. Dans le contour de l'homme, de l'artiste, on voit un paysage qui représente le monde. Magritte suggère ainsi qu'au cœur de toute représentation, il y a l'artiste et ses pulsions. Et je parle de pulsions parce que lui-même en parle. Il dit carrément que si le peintre Raphaël n'avait pas eu un système sexuel surchauffé, il aurait sans doute pas autant créé et surtout pas autant représenté de gens à poil. Magritte rejette l'idée très occidentale et surtout très chrétienne de l'art comme un objet uniquement intellectuel qui serait une vérité pure. Il existe plusieurs interprétations quant au voile qui couvre le visage de ces deux amants, mais peut-être s'agit-il tout simplement du voile du désir, qui influence la vision et donc par extension la représentation. C'est un peu comme si Magritte nous disait « derrière toute représentation, il y a un individu, et il est forcément biaisé. Ne cherchez pas la vérité dans une représentation, cherchez une vérité ». D'ailleurs, Magritte a une très jolie métaphore à ce sujet. Il dit qu'on ne peut pas savoir avec certitude, d'après l'ombre d'un objet, ce qu'est celui-ci en réalité. En ombre chinoise, on peut très bien obtenir l'ombre d'un oiseau avec ses seules mains. C'est d'ailleurs parce que cette ombre est extraordinairement ressemblante que Gertrude, qui sait très bien que la trace de l'ombre de son amant n'est pas l'équivalent de son amant, parvient à s'en contenter. Et pour Magritte, cette ressemblance, elle dépend de la seule volonté de l'artiste, de son désir de la donner à voir au spectateur, pour qui une jeune fille, grâce à l'ombre d'un oiseau, devient plus gracieuse et légère. Du coup, Magritte, en réexplorant le mythe de Pline l'Ancien, donne à l'artiste un pouvoir considérable, celui de refaire et de conserver le monde. La peinture n'est pas le simple reflet du monde, mais une reconstruction d'une réalité qui échappe aux autres. L'ombre est une forme de vérité qu'il revient à l'artiste d'exposer via ses représentations. Cicéron, lui, nous raconte comment Zeuxis d'Héraclée, considéré comme le meilleur des peintres, décide un jour de peindre Hélène, la plus belle des femmes. Il demande alors qu'on lui présente une femme assez superbe pour lui servir de modèle. Du coup, on lui fait rencontrer les athlètes hommes les plus canons du coin en lui disant qu'ils ont des sœurs. Zeuxis, ne doutant pas que les gènes de la beauté ont été harmonieusement répartis, demande à les voir. Mais au lieu de n'en choisir qu'une, il en choisit 5, car chacune a un attrait que l'autre n'a pas, et c'est seulement en les additionnant qu'il pourra représenter la belle Hélène. Toute cette notion de représentation chez Magritte, c'est un peu compliqué quand même. D'un côté, il dit que sa peinture n'est pas philosophique, de l'autre, il dit vouloir représenter des idées à travers des images. Pour rendre tout ça plus clair, prenons une notion à la fois philosophique et à la fois artistique, celle du beau. Ce que Cicéron nous dit dans son mythe, c'est que la perfection n'existe pas dans la nature, et donc que l'art ne peut pas se contenter d'imiter la nature s'il veut représenter le beau idéal. Dans l'expression « beau idéal », il y a la notion d'idée. Bah oui, idéal, idée, voilà quoi. Du coup, la peinture n'imite pas la nature, mais une idée. Et si l'artiste veut représenter le beau, il doit puiser dans son esprit ou son imagination, on est d'accord ? Mais pourtant Zeuxis, pour peindre son Hélène, il a été reluqué des femmes de chair et de sang.
Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que Zeuxis a fait en fait, c'est qu'il a construit une image à partir de parties diverses pour en créer une totalité nouvelle. La perfection, c'est le fruit de l'assemblage. Et ça tombe bien parce que l'assemblage, Magritte, il l'adore. En bon surréaliste, il fait de l'hétérogénéité, du non-rapport de plusieurs éléments entre eux, le critère même de la beauté. L'idée classique du beau, c'est une totalité harmonieuse. Magritte, il dit « Les gars, moi j'adore bricoler, filez-moi les pièces détachées et vous allez voir ce que vous allez voir. La beauté est une composition. » Magritte ne prétend pas recomposer un ensemble dont les fragments auraient été éparpillés. Il ne dit pas « Hélène avait ses yeux, plus ses seins, plus ses jambes, je les prends, je les assemble et on recompose une image ». Il dit que c'est en juxtaposant ses yeux, ses seins et ses jambes, qui n'ont jamais appartenu au même ensemble, qui n'ont rien à faire ensemble, qu'on obtient le beau idéal. Ce qui veut dire au passage que dans la nature, on est tous moches. Ha! Et voilà qui conclut mon retour sur cette très belle exposition dédiée à Magritte. Je tiens à remercier le Centre Pompidou pour son accueil et un grand merci à Lou d'avoir tenu la caméra. Si vous voulez découvrir les autres mythes et leur rapport à la géniale peinture de Magritte, foncez au Centre Pompidou. Quant à la vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le like, le partage et le petit commentaire pipou. Quant à moi, je suis toujours sur Tipeee, sur les réseaux sociaux et surtout je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.